Nous allons étudier les différentes méthodes utilisées pour la dépose des composants. Voici quelques-uns des outils que vous rencontrerez. Le choix de l'un ou de l'autre dépendra toujours du travail spécifique à effectuer, car chacun d'eux présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Mais tous impliquent la chauffe du joint de soudure, une des opérations les plus délicates de la procédure de dépannage. Trop de chaleur peut détruire rapidement un composant sain ou décoller le circuit de la carte. Aussi, la plupart des opérations de dessoudage doivent-elles être menées rapidement, d'une façon générale en 2 ou 3 secondes maximum. Et chaque joint se caractérise par un certain nombre de facteurs qui affectent la rapidité de chauffe. Le premier de ces paramètres est la masse thermique relative du joint. Commençons par une pastille unique sur une carte simple face. Ici, la masse thermique est relativement petite, donc la pastille monte rapidement en température. Si nous passons à présent à une carte double face, comportant une pastille de part et d'autre du trou, la masse thermique est 2 fois plus grande que dans le premier exemple. Si maintenant le trou est entièrement métallisé, la masse thermique sera encore plus importante, et ceci avant même qu'une sortie de composants ait été introduite. La masse thermique des sorties de composants peut varier sensiblement. Certaines sorties sont beaucoup plus grosses que d'autres, et les considérations particulières à chaque joint ne s'arrêtent pas là. Supposons maintenant que nous soyons confrontés à un composant dont une ou plusieurs pattes soient reliées à une piste de grande dimension. Là encore, la masse thermique augmente considérablement. Et si nous ajoutons une masse interne ou un plan de tension, la masse est encore plus grande. De plus, chaque joint possède sa propre masse thermique et la façon par laquelle cette masse s'oppose à la panne d'un fer à dessouder déterminera la montée en température de la pièce. Dans cet exemple, la masse thermique de la pièce est élevée et la panne est petite. La montée en température sera lente. Si nous inversons la situation et plaçons une grande panne sur une pièce de masse peu élevée, la montée en température de la pièce est plus rapide, même si la température de la panne reste inchangée. Le deuxième facteur est l'état de surface. Si le joint de soudure est oxydé ou enrobé d'un film protecteur, ces éléments s'opposent au flux thermique. Ensuite, même si le fer à dessouder est de taille et de température correcte, il est possible qu'il ne puisse pas chauffer le joint suffisamment pour faire fondre la soudure. À l'état de surface s'ajoute un troisième paramètre qui est le contact thermique, la surface de contact entre la panne chaude et la pièce. Cette vue en coupe du soudage montre la panne chaude en contact avec un fil rond. Le contact ne se produit réellement qu'en ce point. Aussi, la surface de contact est-elle très petite, guère plus importante qu'une ligne droite qui longerait le fil. Nous pouvons améliorer la situation considérablement en plaçant une petite quantité de soudure à cet endroit précis. À présent, la surface de contact ressemble plus à ceci et le flux thermique s'écoulera beaucoup plus vite. Au cours de dessoudage, le meilleur canal permettant un transfert thermique efficace à travers le joint est la masse de soudure elle-même. Ici, la quantité de soudure est insuffisante et l'extrémité de la panne à dessouder ne peut pas transférer à travers le joint la quantité de chaleur nécessaire à la fusion complète de la soudure en un temps de chauffe acceptable. Par conséquent, on appliquera une trop grande quantité de chaleur directement sur la pastille, ce qui peut la décoller de la carte. En augmentant la quantité de soudure à cet endroit, ou en renforçant le congé, nous pouvons améliorer suffisamment les caractéristiques du transfert thermique entre la panne et le joint. La fusion complète du joint de soudure peut alors se produire en 2 ou 3 secondes. Que ce soit au moment du soudage ou du dessoudage, tous ces facteurs posent un problème de contrôle complexe comportant un certain nombre de variables, et voici le secret qui permettra de le résoudre. Ce secret, c'est l'IVE, l'indicateur visuel d'état. Lorsque vous saurez comment utiliser les indicateurs d'état, vous connaîtrez un des secrets du métier. Toute activité peut être considérée comme un servo-mécanisme. Votre action provoque une réaction de la pièce. Cette réaction vous indique comment modifier votre action. C'est dans les indications fournies par la pièce et que vous percevez par la vue, l'ouïe ou le toucher, que se trouve l'indicateur d'état. En soudage et dessoudage, le premier indicateur d'état est la vitesse de montée en température. On observe la vitesse du flux thermique. Une panne de ce type est trop grosse et trop chaude pour la pièce. La vitesse de montée en température est trop grande et incontrôlable. Cette panne est trop petite pour la pièce. Vous constatez que la soudure fond en bouillie, la vitesse de chauffe est trop faible.
Lorsque l'on utilise la panne et la température adéquate, la vitesse de chauffe est alors correcte. Ces règles s'appliquent également en dessoudage. Ici, cette panne est trop grosse. Son diamètre extérieur est supérieur à celui de la pastille, et ceci se traduit par une chauffe excessive de la pastille et de la carte. Son diamètre interne est trop grand, ce qui réduit le transfert thermique vers la soudure et le fil. Cette panne-ci est trop petite, et la montée en température du joint est trop longue. De plus, le diamètre interne de la panne risque de s'adapter trop étroitement à la sortie, empêchant ainsi l'évacuation correcte de la soudure. L'observation de la vitesse de montée en température est un indicateur d'état primordial pour le dessoudage. Il simplifie grandement le problème complexe posé par le contrôle. Il suffit d'observer et de chronométrer la fusion de la soudure sur le joint. Ce temps ne doit pas dépasser 2 à 3 secondes. Insistez un peu plus et vous risquez d'endommager la carte. Les cartes sont principalement endommagées par la chaleur, mais pas seulement par la chaleur. Elles peuvent être endommagées par la chaleur combinée à la pression. Considérons ce modèle de carte et de pastille. Lorsque l'on applique une panne chaude sans appuyer, aucune avarie ne se produit et on peut répéter l'opération autant de fois qu'il est nécessaire. Mais si on exerce également une pression, voici ce qu'il advient de la surface et il se produit la même chose lorsque l'on utilise un fer à dessouder. On peut illustrer ce phénomène par un graphique. Au fur et à mesure que les matières sont portées à la température de fusion de la soudure, le pouvoir d'adhésion entre la pastille et la carte peut diminuer de 80%. Pratique, souvenez-vous qu'il faut exercer une faible pression qui ne sera pas supérieure à celle que produit un crayon en équilibre sur un doigt. Appuyez un peu plus fort comme ceci et vous risquez d'abîmer la carte. Une règle générale pour empêcher la surchauffe en cours de dessoudage consiste à appliquer et à retirer la panne du fer aussi rapidement qu'il est possible. Ceci implique l'emploi d'un fer dont la panne est une taille adéquate et se caractérisera par une capacité de chauffe suffisante pour fondre la totalité du joint en 1 à 3 secondes. Voyons maintenant chacune des méthodes couramment utilisées pour l'élimination des joints de soudure. Nous prendrons note de leurs avantages et de leurs inconvénients et nous verrons leur aptitude à exécuter le travail. Elles doivent permettre d'atteindre 4 objectifs. L'élimination complète du joint de soudure. Ne laisser aucune soudure résiduelle ou joint recollé. Limiter le temps de chauffe à 3 secondes au maximum. Réaliser le travail en une opération ininterrompue. Les méthodes que nous étudierons comprendront le dessoudage par choc, la tresse à dessouder, la pompe manuelle, le vide contrôlé. Nous nous pencherons tout d'abord sur le mode d'emploi de chaque méthode, puis nous définirons le type de joint auquel elle s'applique le mieux. Considérons en premier un joint de soudure superficielle sur une carte simple face avec trou non métallisé. Ensuite, un joint dans une traversée métallisée sur une carte double face. Et, enfin, une traversée métallisée sur une carte multicouche. Chacun de ces types de joints peut se caractériser à la fois par sa structure physique et par les forces qui entrent en jeu lorsque nous tentons de retirer la soudure. En ce qui concerne la structure, nous retiendrons l'épaisseur et le diamètre de la pastille, le diamètre et la longueur du trou, le type de trou, métallisé ou non, le jeu dans le trou, le diamètre de la sortie, la position de la sortie dans le trou, les masses thermiques relatives. Les forces physiques les plus importantes à considérer sont la tension de surface, la capillarité et la pesanteur dans la mesure où elles affectent la soudure fondue. La tension de surface est une force qui s'exerce à la surface d'un liquide et qui résulte du fait que les molécules périphériques sont attirées vers l'intérieur. Cette activité est la raison pour laquelle les gouttelettes prennent toujours une forme sphérique. Les gouttes plus grosses prennent une forme aplatie en raison de l'effet supplémentaire exercé sur elles par la pesanteur. Lorsque nous chauffons la soudure d'un joint jusqu'à liquéfaction, nous sommes confrontés à cette même force de tension de surface. Celle-ci est considérablement supérieure à celle de l'eau et tend à maintenir la soudure en place. La capillarité est la force qui oblige un liquide à monter dans un tube, et plus le diamètre du tube est petit, plus le liquide montera haut. Un trou métallisé est par essence un tube de faible diamètre dans lequel la soudure fondue monte ainsi que nous venons de le décrire. La soudure située dans le trou ne s'écoulera pas à l'extérieur car la force capillaire à laquelle elle est soumise est plus grande que la force antagoniste de la pesanteur.
La force capillaire s'exerce parce que les molécules de soudure fondues sont attirées vers les parois du trou avec plus de force qu'elles ne s'attirent entre elles. Et la tension de surface à travers le dessus du joint étant relativement faible, les molécules de soudure s'élèvent le long des parois du trou et déforment la surface dans leur mouvement. Revenons maintenant à nos 3 joints types sur lesquels nous allons constater quelques différences importantes. Ce joint de soudure superficiel, appliqué sur une carte simple face, a une masse relativement faible et un jeu de trous important. Du fait que le trou n'est pas renforcé, aucune force de capillarité n'y maintient la soudure. Pendant la fusion du joint, la force principale qui maintient la soudure en place est la seule tension de surface qui équilibre la force exercée par la pesanteur. Notre carte double face avec le trou métallisé est sensiblement différente. Tout d'abord, la masse en jeu est plus grande, du fait de la métallisation du trou. Ensuite, lors du remplissage du trou par la soudure en fusion, on sera en présence non seulement des forces de tension de surface, mais aussi des forces capillaires qui retiennent la soudure dans le trou. Cette force capillaire est bien supérieure à la force de tension de surface. Lors de l'introduction d'une pâte dans un trou, la force capillaire est encore accrue, car en effet nous avons obtenu un tube de diamètre inférieur en réduisant le volume interne du trou. Voyons maintenant la carte multicouche. Ici, les masses et les forces sont encore plus grandes. La masse a augmenté non seulement en raison de la métallisation du trou, mais aussi par la présence des raccordements des diverses couches de circuits internes. Et une plus grande quantité de chaleur sera nécessaire à la fusion de la soudure. De plus, le trou peut être plus long, avec de nombreuses zones auxquelles la soudure peut adhérer. Le jeu dans le trou est habituellement plus serré, ce qui augmente encore la force capillaire. Plus cette capillarité est grande, plus grande sera la force nécessaire pour la vaincre et retirer la soudure du joint. Il ne faut pas oublier en outre que nous ne faisons que considérer les théories générales de conception d'un joint de soudure. En réalité, le fil n'est pratiquement jamais centré dans le trou, mais se trouve plutôt en contact avec les parois. Voyons le cas particulier présenté par un boîtier DIP et remarquons la position du fil dans le trou. Si nous le regardions sous cet angle, il nous apparaîtrait comme ceci. Le conducteur est courbé et touche les parois du trou. Il est possible que vous puissiez retirer la plupart de la soudure sans trop de difficulté, mais il en restera toujours un peu, vous laissant avec un ou plusieurs joints recollés comme celui-ci. Et si vous observez le conducteur à partir du côté plat, vous constaterez fréquemment un plus grand nombre de joints recollés au point de contact entre l'épaulement du conducteur et la pastille. Retirez la sortie et vous avez de grandes chances d'enlever en même temps la pastille et une partie du trou. Quelle que soit la méthode de dessoudage choisie, elle doit permettre d'éviter le recollage du joint. Sachant tout cela, voyons maintenant tour à tour chacune des méthodes ainsi que leurs mérites respectifs. La première méthode que nous étudierons est le dessoudage par choc. Cette opération requiert seulement un fer avec lequel on chauffe la soudure jusqu'au point de fusion. On tape ensuite l'ensemble contre le dessus de l'établi pour faire tomber la soudure. Le choc ainsi produit peut être nuisible aux composants, et si les projections de soudure brûlante vous épargnent, elles peuvent provoquer des courts-circuits. Cette méthode n'est recommandable en aucun cas. Aussi passerons-nous de suite à la tresse à dessouder. Cette méthode est très répandue, car le seul accessoire nécessaire est un morceau de fil de cuivre tressé que l'on aura saturé de flux. On le place immédiatement au-dessus du joint de soudure et on applique une panne chaude sur l'ensemble. La combinaison de la chaleur, de la soudure fondue et des poches d'air de la tresse provoque un phénomène de capillarité qui aspire la soudure. Une nouvelle extrémité de tresse fluxée est utilisée à chaque application, qui doit être effectuée soigneusement, car la poussée exercée par le fer doit être légère. Dans le cas contraire, vous pourriez décoller les pastilles. La tresse à dessouder est plus particulièrement applicable aux joints de soudure superficielle sur les cartes simple face. Dans ces cas-là, la force capillaire exercée par la tresse est plus grande que les forces de tension de surface de la soudure au niveau du joint. Vous pouvez normalement retirer la totalité de la soudure à la première tentative. Mais voyons maintenant la carte double face à trou métallisé. L'équilibre des forces est sensiblement différent.
La force la plus faible est celle de la tension de surface. Elle peut être supplantée par la force capillaire de la tresse. Cependant, la force capillaire du trou est bien supérieure et maintient la soudure à l'intérieur. La tresse retirera la soudure superficielle et une partie de la soudure du trou, mais habituellement cette méthode ne peut l'éliminer complètement. Au mieux, la force capillaire de la tresse est à peine trop faible, mais elle est de plus en plus faible au fur et à mesure que la tresse se charge de soudure. Il est des circonstances où la capillarité du trou est relativement faible, lorsque la carte est mince pour un trou de grand diamètre, et lorsque le jeu entre le fil et la paroi du trou est très important. Ici, tout le surplus de soudure peut être retiré. Toutefois, dans la plupart des cas, ces circonstances particulières ne se présentent pas et la méthode de la tresse à dessouder laissera de la soudure dans le trou. C'est ce qui s'est passé ici, après que la tresse ait été appliquée sur ces trous une première fois. Et si maintenant vous les chauffez à nouveau pour une deuxième tentative, vous avez de bonnes chances de décoller les pastilles. Vous ne pouvez appliquer la tresse que d'un seul côté, et vous ne parviendrez à enlever toute la soudure que si la capillarité dans le trou est moins forte que celle de la tresse. La tresse convient donc tout particulièrement au dessoudage des joints de soudure en surface. Vous pouviez l'utiliser avec succès sur certains trous métallisés, mais seulement si la soudure peut être complètement éliminée en une seule chauffe et si aucun recollage du joint n'est susceptible de se produire. On utilise aussi une troisième méthode, la pompe manuelle. La dépression est créée soit au moyen d'une poire à pression manuelle, soit à l'aide d'une pompe à piston dont la force d'aspiration est supérieure à la force capillaire d'un trou métallisé. Ici, on produit l'impulsion d'aspiration à l'aide de la poire en caoutchouc, qui attire la soudure fondue à travers son embout creux. Le procédé consiste tout d'abord à fondre le joint, puis à insérer rapidement l'embout dans la soudure chaude et à l'aspirer. Sur les joints de grande superficie, largement espacés les uns des autres, cela fonctionne plutôt bien, si vous parvenez à apposer le fer et l'embout de la poire en même temps. Mais lorsque les trous sont plus petits, on se heurte à un problème de séquence des opérations. Il faut positionner le fer en premier, ce qui provoque fréquemment une surchauffe du joint, qui restera en fusion jusqu'à ce que l'on présente l'embout froid. On peut surmonter ce problème à l'aide d'un appareil comme celui-ci, qui est une combinaison de la poire et d'un embout creux chauffé. Ce dispositif est utilisable avec une seule main. Généralement, ces appareils à impulsion d'aspiration sont utiles en particulier sur les joints de soudure superficielle, et la dépression qu'ils produisent est souvent suffisante pour vaincre la force capillaire dans un trou métallisé. Toutefois, l'inconvénient est qu'ils ne peuvent empêcher le recollage du joint. Certains joints recollés sont très solides, et si l'on essaye malgré tout d'extraire la sortie de composants, les chances sont grandes qu'on enlève la pastille et peut-être le trou métallisé avec elle. Voyons à présent les différentes méthodes de chauffe et d'extraction dont on dispose. Voici la méthode dans sa version la plus simple. Il suffit de chauffer le joint et d'extraire le composant à chaud. Cette technique a été utilisée avec succès pendant des années pour les composants axiaux montés sur des cartes simple face. Mais sur une carte double face, cette technique ne suffit plus. Après l'extraction de la sortie, il reste de la soudure dans le trou, et il sera dangereux de tenter de la refondre et de l'éliminer à la tresse à dessouder. Souvenez-vous, la chaleur pénètre dans le joint par la soudure et la sortie de composants. Celle-ci éliminée, la conduction sera mauvaise et vous risquerez de surchauffer et de décoller la pastille sans réussir à refondre la soudure restante. Pour enlever la soudure résiduelle, il faut pouvoir admettre de chauffer à nouveau la pièce à 2 reprises. Une première fois pour remettre de la soudure sur le trou et, ayant retrouvé un bon contact thermique, de chauffer une deuxième fois pour enlever la soudure. Les risques de destruction augmentent considérablement. La chauffe et l'extraction de conducteurs simples, un par un, est relativement facile. Mais supposons maintenant que vous soyez confronté à un composant à sortie multiple, comme le boîtier DIP. Vous allez devoir chauffer toutes les pattes uniformément et simultanément. Extraire le composant dès que la fusion est totale, puis les trous contenant encore de la soudure, vous devrez tous les vider. On a inventé de nombreux moyens destinés à chauffer toutes les sorties ensemble et à enlever le composant. Une de ces méthodes comporte un bain de soudure. Le bain chauffe simultanément tous les joints. Ensuite, on extrait le composant. Le bain de soudure chauffe les joints tout à fait uniformément, mais il reste toujours de la soudure dans les trous.
Une autre méthode consiste à saisir le corps du composant à l'aide d'un extracteur, tandis que des pannes spéciales chauffent simultanément les deux rangées de pattes. Un autre appareil utilise une pince d'extraction chauffante. Mais là encore, la soudure reste dans les trous. On peut utiliser aussi un autre système. Il s'agit d'un bloc de chauffe doté de coupelles ou de gorges qui s'adapte sur les joints soudés. Dans certains cas, on remplit les gorges de soudure fondue pour améliorer le transfert thermique. Tous ces éléments ont le même objectif de base, chauffer simultanément tous les joints à la même température, puis extraire le composant dès que la fusion du joint est totale. Si vous utilisez un de ces matériels, tenez compte des faits suivants. Premièrement, il est nécessaire de chauffer tous les joints uniformément. Ceci peut poser un problème si certains joints ont une très petite masse, alors que d'autres en ont une très grande. Deuxièmement, l'extraction doit se faire à l'instant optimal. Si elle est prématurée, vous risquez d'arracher les joints sous-chauffés. Trop tardive, et vous pourriez les surchauffer. Troisièmement, si les pattes sont retournées, il faudra tout d'abord les redresser. Enfin, il faudra se préoccuper du problème de la soudure résiduelle dans les trous. Des matériels encore plus élaborés ont été conçus pour traiter ce dernier point. Ils fonctionnent en 3 temps. Les joints sont fondus par un bain de soudure, une pince chauffante ou du gaz chaud. Le composant est retiré mécaniquement, puis on soumet les trous à une surpression ou à une dépression d'air pour tous les dégager simultanément. Si la carte doit recevoir un composant neuf en remplacement de l'ancien, elle sera traitée par d'autres types de matériels qui fonctionnent, eux, en 4 temps. On chauffe les joints à la soudure fondue. On retire le composant usagé et on le remplace par un neuf. Puis on ressoude les joints. Le ressoudage est la préoccupation principale dans ce processus. Le bain de soudure doit être débarrassé de tout agent contaminant provenant des soudures d'origine et l'apport de soudure fraîche ne doit pas être maintenu trop longtemps à température élevée. D'une manière générale, toutes les méthodes de chauffe et d'extraction que nous avons vues ont leurs applications, mais également leurs limites. Passons maintenant à la dernière méthode de notre étude, le vide contrôlé. Les appareils à vide contrôlé utilisent une combinaison de chaleur commandée et de vide continu. Le vide est assez puissant pour vaincre toutes les forces capillaires du joint et pour extraire la soudure. Après extraction de la soudure, le flux d'air refroidit le joint et si l'opérateur remue la sortie de composants jusqu'au durcissement de la soudure, il empêche tout recollage de se produire. Le système à vide contrôlé s'applique à la quasi-totalité des joints et il est devenu une des méthodes les plus utilisées actuellement. En raison de son importance, nous lui consacrerons la totalité de la leçon suivante. Nous verrons le principe de fonctionnement de cette méthode et comment l'utiliser pour éliminer les différents types de soudure. Sous la conduite de votre instructeur, vous allez procéder à une révision des sujets que nous venons d'étudier et porter dans la partie notes de votre manuel des indications sur les spécifications, les normes et les pratiques particulières à votre entreprise. Nous passerons ensuite à la leçon suivante, méthode du vide contrôlé.